Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Digital Men. Aujourd'hui on vous parle de la télé. La télé est-elle morte? Et c'est un concept, on recommence, c'était pourri. Oui, bah voilà, c'est ce que j'avais raconté tout à l'heure. Tout en train de se casser la gueule. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Digital Men. C'est moi qui lance parce que Mathieu, je sais pas, il y a une crise de fou rire. Et on va parler ensemble de télévision et de digital. La télé est-elle morte? C'est le sujet de ce reportage Digital Men. C'est parti, à tout de suite. À tout de suite. Salut Mathieu. Salut Lionel, c'est la 5e prise. Juste pour se dire bonjour, alors je vous laisse imaginer le temps que ça va durer. Bonjour à tous et bienvenue, donc on vous parle aujourd'hui d'un sujet fantastique. Qui nous concerne tous. Qui nous concerne tous parce que c'est celui de la télé. Oui, celui alors de la toi, tu y es très attaché. Disons que la télé, c'est un petit peu ce qui nous a nourris, hein, les anciennes générations, puis après les nouvelles générations, etc. Alors voilà, bon, hein, à chaque fois que vous entendez un générique télévision, et si quelqu'un le reconnaît, vous connaissez exactement son âge, parce que finalement la télé marque l'évolution à l'enfance, à l'adolescence, etc. Donc voilà, c'est comme la musique, ça nous accompagne, ça fait partie des médias culturels et d'information qui nous accompagnent. Donc aujourd'hui, la télé, c'est l'aube un peu d'une révolution poussée par le digital. Totalement, c'est-à-dire qu'en fait, les choses changent, le paradigme du fonctionnement de tout ce marché est modifié, alors depuis l'apparition du digital, mais finalement, le début, c'était pas tant ça, parce que les années 92, 93, 94, on était encore sur la télé, Club Dorothée, Jackie Corbier, etc. Enfin, c'était les bons moments. Référence culturelle absolument époustouflante. Et c'est vrai que naturellement, c'est le mobile, l'arrivée des tablettes, etc., a totalement fait exploser depuis 5 à 6 ans. Ce modèle, qui était un modèle qui vivait finalement sur ses acquis depuis des dizaines d'années. Oui, alors c'est vrai que le modèle avait un petit peu évolué, d'abord parce que le produit télévisuel à l'achat était beaucoup moins cher, il était accessible, c'est fini la petite lucarne que l'on regarde chez les voisins parce qu'ils sont les seuls à avoir dans l'immeuble la télévision. Donc on avait les télés dans les chambres des enfants, etc. On avait les magnétoscopes, on pouvait malgré tout diffuser les magnétoscopes. Les magnétoscopes avec des bandes dessinées, enfin avec des dessins animés en boucle. Merci Monsieur Disney, probablement. Voilà, fantastique. Voilà. Et après, il y a eu le VCD, le gros truc, la grosse galette. C'était fantastique, mais bon, finalement, on est à combien d'écrans aujourd'hui en moyenne? Alors aujourd'hui, on est à 6 écrans en moyenne par foyer. Donc ça veut dire que ce sont des écrans qui sont des tablettes, qui sont des ordinateurs, qui sont évidemment l'antique écran de télé, qui est devenu la plupart du temps une télé connectée pour un prix qui est relativement raisonnable. Et puis, bien sûr, le smartphone, qui est en plus la télé qu'on peut pratiquement avoir dans sa poche quand on voit aujourd'hui les offres des opérateurs qui dépassent 30, 40 ou 50 gigas de consommation de données par mois. Ce qui nous permet de regarder la télé carrément dans le métro ou dans sa voiture. Enfin, dans sa voiture, quand on est à l'arrière, évidemment. Voilà, ça veut dire que on est rentré donc dans l'ère de l'Atawadak. Ah, alors après l'Atawadak, ça veut dire quoi, Lionel? Donc, anytime, anywhere, any device, any content. Donc, voilà, donc c'est la personnalisation. Tous les contenus, de la chaîne de télé. N'importe quand, sur n'importe quel device. Et ça, évidemment, c'est promu par les chaînes de télé et les groupes qui se sont formés, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, et puis c'est aussi promu par d'autres plateformes. Tout le monde connaît YouTube, tout le monde connaît évidemment Netflix, mais tout le monde connaît un petit peu moins parce que c'est une plateforme qui est un petit peu plus récente, mais qui introduit une nouvelle façon de consommer la télé. C'est par exemple Molotov TV, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors le marché de l'audiovisuel, enfin de la télé, est modifié sensiblement. Il y a une vraie percée du replay, non plus de manière symptomatique, mais de manière clairement massive. On reconsomme la télé de manière totalement différente avec une courbe en plus exponentielle. C'est-à-dire que quand on passe d'un écran de télé qui est au cœur du foyer, ou un écran de télé dans sa chambre, etc., à 6 écrans de télé, forcément, on a besoin, on a envie de pouvoir consommer au moment opportun. Voilà, j'ai une heure, j'aime bien telle émission, on va pas en citer, une émission de débat par exemple, et bien je vais la regarder au moment où je suis disponible. Et donc le replay, alors les chiffres que l'on a de médiamétrie, on est passé à peu près de 2 millions de personnes qui regardaient quotidiennement du replay en 2014 à 3 millions en 2015. On n'a pas les chiffres 2016, on est encore en 2016. 1 million alors qu'on en a pris 2 en... On progresse fortement. On progresse vraiment fortement et ça devient une habitude de consommation. Ce qui veut dire que les télés doivent s'adapter.
Alors on a vu des regroupements. Alors bon, tout le monde connaît un groupe France Télévisions, oui, mais on voit le regroupement des chaînes de TF1, le regroupement M6, des chaînes du groupe M6, le regroupement des chaînes du groupe Canal+, avec Bolloré qui change des 8 en C8, qui change les différents noms pour faire une image de groupe. Et cette image de groupe, dans la diversité éditoriale qui la compose, va pouvoir proposer, avec ses outils de replay, applications, etc., va pouvoir proposer du contenu sur mesure, adapté aux besoins. Alors avec naturellement, je pense, Lionel, tu me contrediras pas sur ce sujet, des données plutôt login. Oui, c'est-à-dire que évidemment la grosse astuce, la grosse ficelle pour pouvoir se connecter par exemple à un outil de replay, c'est de vous identifier. Et donc si on s'identifie, pardon, excusez-moi, on sait exactement ce que vous consommez, quand vous le consommez, et comment vous le consommez. Alors, un petit peu à l'instar d'Amazon qui vous dit, puisque vous avez acheté ce livre, je vous propose tel livre, eh bien, puisque vous avez regardé telle émission, je vous propose telle émission. Alors en plus, il y a plein de données derrière, parce que les données social media qu'on peut récupérer, notamment dans le media buying sur Twitter, on peut récupérer des informations sur quand quelqu'un est en train de regarder telle émission parce qu'on estime qu'il a tagué dans tel tweet, tel hashtag ou telle chaîne de télé. Naturellement, ces informations qu'on peut remonter. Donc on peut imaginer tous les croisements en termes de media buying qui peut-être font que le modèle économique de ces télés qui vendaient du temps de cerveau disponible, célèbre citation, sont en train, à l'instar d'M6 comme tu en as parlé sur Smart System, c'est justement de proposer un media buying totalement différent par rapport à avant où on achetait sans vision réelle du nombre de téléspectateurs qui avaient pu voir la publicité, une vraie vision héroïste sur des chaînes de télé. Complètement. Parce que, en plus, vous l'avez tous vu, quand vous êtes sur un outil de replay, vous n'avez pas la main. C'est-à-dire que c'est l'outil de replay qui vous impose. Quand vous êtes sur votre télé, bon, vous pouvez aller faire un peu ce que vous voulez pendant que la publicité se passe, parce que de toute façon, les écrans sont relativement longs. Là, sur les écrans de replay, puisque l'on arrive justement à personnaliser l'offre publicitaire, qu'on arrive à personnaliser en fonction du profil de l'utilisateur, du téléspectateur que vous êtes, ce qu'il va vous être présenté, eh bien, tout simplement, avant de lancer votre émission, votre replay favori, on vous dit, vous avez 60 secondes de publicité. Et puis, vous avez un décompteur et vous êtes obligé de vous manger cette publicité. Et si vous êtes même sur Internet, si vous allez... Parce que vous pouvez toujours partir, aller faire du café et laisser tourner votre machine. Mais prenez un simple exemple, vous êtes sur le site de replay d'une chaîne de télé sur votre navigateur Internet, vous voulez faire autre chose, peut-être regarder un autre écran sur votre navigateur avec une autre fenêtre ouverte. Ah, puisque la fenêtre de la télé a perdu le focus, la publicité s'arrête. Voilà. Vous êtes obligé de la manger. Donc ouais, c'est la mort de la ménagère de 50 ans en termes de ciblage publicitaire ou d'adressage. Par contre, c'est la mort aussi peut-être des critères sociaux des mots. C'est le vrai ciblage comportemental avec une analyse temps réel de ce qui est fait par celui qui visionne le contenu. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré aujourd'hui, à la fois pour les chaînes de télé et surtout par rapport à leur plateforme de données qu'ils récoltent pour commercialiser toute l'offre publicitaire qu'ils font sur ce nouveau média qui sont les médias de replay. Puisque évidemment, la télé que vous regardez en direct sur votre antique, entre guillemets, outil qui est la chaîne de télé, le téléviseur, là vous l'avez en direct et donc la publicité elle est juste sur du mass market. Mais sinon, dès que vous êtes sur un outil personnalisé qui est lié au digital, alors là c'est terminé. Vous rentrez dans un processus où vous êtes inscrit, vos données sont récoltées, on connaît vos usages et donc on vous sert selon vos critères à la fois d'affinité sur les thématiques et vos critères sociodémographiques, et bien on va vous fournir la publicité qui vous va bien. Donc on est presque dans la programmatique et le RTB justement associé dans les chaînes de télé. Alors, en même temps ça me rappelle une conf l'année dernière, je crois que c'était au Hub, une personne de chez TF1 qui présentait justement leur solution de media buying mais pour la chaîne dédiée, la chaîne hertzienne en tout cas, et qui justement précisait qu'ils avaient aujourd'hui la capacité d'estimer au travers de la donnée qu'ils récupéraient que les buveurs de café, si on voulait les cibler, c'était l'exemple qu'ils citaient, c'était plutôt 14h sur telle émission, etc. Donc on arrive quand même à un ciblage, même sur le hertzien et le classique au travers du tube cathodique, dans une certaine mesure le cathodique, mais en tout cas effectivement quelque chose comme ça, qui est assez intéressant et qui permet dans le hertzien, on arrive quand même à se positionner sur du media buying de plus en plus précis. Mais on n'ira jamais aussi loin qu'au travers de la data qu'on peut
trouver grâce aux outils numériques. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui change. Donc finalement, ce qui est de data-driven, est-ce que c'est l'avenir presque de la survie économique des chaînes de télé? Alors c'est l'avenir de la survie économique des chaînes de télé, tout simplement parce qu'ils sont obligés de s'adapter aux usages. C'est-à-dire qu'on regarde de moins en moins notre poste de télé classique, dit cathodique à l'époque et maintenant aujourd'hui à écran plat, on le regarde de moins en moins pour regarder sur des outils numériques. Et ces outils numériques, nous, on y va parce qu'ils sont plus pratiques, ils sont plus user-friendly. Donc d'abord, ils sont de haute qualité, c'est-à-dire ces écrans, toujours mieux définis, des réseaux toujours plus puissants, de la data toujours moins chère quand on parle directement sur la data que nous fournissent nos opérateurs télécoms. Donc ça, évidemment, ça c'est le premier point, c'est l'utilisateur change l'outil qui lui permet de consommer les contenus éditoriaux produits par les chaînes de télé. Donc à partir du moment où ils changent d'outil, les chaînes de télé doivent s'adapter dans la diffusion. Mais d'un autre côté, on se dit, si je suis capable de récupérer des données, alors à ce moment-là, comme l'affirme Netflix quand ils ont développé House of Cards, on va partir des recommandations artistiques que des algorithmes vont identifier dans la perception, dans l'usage et dans la façon de consommer une série télévisée par un téléspectateur pour produire quelque chose qui lui est complètement adapté, complètement... Oui, c'est-à-dire que la création reste la création, néanmoins elle peut être orientée dans une certaine mesure par les données qu'on récupère. Alors on ne parlera pas d'échecs retentissants, enfin, entre guillemets de Marseille, série pour le moins discutable en ce qui concerne la France en tout cas, parce que je pense que ça peut rayonner ailleurs, mais en tout cas c'est vrai qu'en France... Mais c'était Netflix qui l'avait produit. Elle a été plutôt mal perçue pour une série data. Alors ce qui a changé totalement, c'est là qu'on voit totalement l'ambivalence dans la création liée à la donnée. Alors par contre, pour rebondir sur la data, est-ce qu'en même temps on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui ça bouscule les codes? Est-ce que finalement ce ne sont pas les ingénieurs et les développeurs qui sont en train de remodeler à leur image et en fonction de leur savoir-faire, de recoder presque l'usage de la télé? Alors oui, forcément, puisque de toute façon ce qui fait vivre la télé, c'est quand même la connaissance des personnes qui sont de l'autre côté de l'écran. Et la data, c'est le seul et unique moyen de connaître véritablement le comportement des personnes qui sont de l'autre côté de l'écran. Donc pour les chaînes de télé, aujourd'hui, récupérer cette donnée et offrir des services qui sont en capacité de récupérer cette donnée, c'est une affaire de survie. Une affaire de survie publicitaire et une affaire de survie éditoriale, puisque finalement, même au niveau de l'éditorial, ils vont pouvoir pondérer. Alors c'est vrai qu'avant, il y avait les sources médiamétriques qui nous disaient tout le monde adore Arte, mais personne ne regarde Arte. Tout le monde trouve que les émissions de TF1, c'est plutôt de moyen niveau, voire de bas niveau, mais tout le monde regarde TF1. Bon. Et donc les chaînes de télé, évidemment, s'adaptaient en fonction des résultats d'audience, et elles le font toujours. Maintenant, là, on arrive dans de l'ultra-précision au niveau du contenu, et même au niveau donc de la production artistique. Ça, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose, malgré tout, qui aujourd'hui reste encore un marché qui, pour le moment, est très captif au niveau de la télé. On va en reparler quand on va parler de plateforme, je pense. C'est l'univers du direct et l'univers du sport. Oui, parce que c'est le moment. Là, l'instant est très important. Donc, quel que soit le type de device que vous allez utiliser, l'important c'est de regarder l'arrivée du 100 mètres, de regarder la finale de... Rien ne remplacera l'instant, le moment d'émotion. Oui, le reste après vous l'avez en différé, mais vous connaissez le résultat, ça n'a plus d'intérêt. Quand on regarde même NCIS en replay ou en direct, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt particulier. Voilà, alors que finalement, regarder le sport en direct, c'est fondamental. Là pour le coup, et donc pour les chaînes de télé, ça reste encore là le grand terrain sur lequel elles vont continuer à se battre. Sinon, pour le reste, eh bien, avec cette arrivée massive de la consommation via Internet pour le contenu télévisuel, on voit arriver, on en a parlé tout à l'heure, des nouvelles plateformes. On a vu arriver Netflix, évidemment, on voit arriver YouTube. Tu as parlé de Molotov. Mais on voit surtout arriver Molotov. Et Molotov, c'est quoi? C'est une nouvelle façon de vous proposer un ensemble de propositions éditoriales, propositions artistiques, de médias qui sont finalement une compilation. Molotov est à la TV ce que iTunes a été à la musique il y a 15 ans. Donc ce qui va révolutionner très certainement, si l'usage se confirme, l'avenir même de la télé telle qu'on la perçoit aujourd'hui. Ouais, et c'est pour ça qu'on a titré cette vidéo « Est-ce que le digital est en train de tuer la télé ?» Alors en fait, les producteurs devront toujours être là, produire, comme les musiciens devront toujours continuer à exercer leur art et à produire des œuvres artistiques et des œuvres de l'esprit, mais la diffusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'étaient les chaînes de télé? C'était comme les maisons de disques, c'était des diffuseurs. Bien sûr. Aujourd'hui,
peut-être que dans les proches à venir, on aura simplement des producteurs, des artistes, qui confieront leurs œuvres à des plateformes, comme iTunes, la plateforme musicale, et bien on a Molotov. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Molotov, c'est quand même une plateforme qui est très récente, qui a quelques mois, qui est apparue mi-2016, qui aujourd'hui maintenant est diffusable sur un certain nombre de formats. Il n'y a pas encore tous les formats, je ne suis même pas sûr qu'il y ait encore l'application pour Windows, mais évidemment c'est sur Mac, c'est sur les tablettes, c'est sur les smartphones, et vous avez la possibilité de regarder les chaînes en direct, de regarder le direct avec un léger différé, ou de revenir dans le passé de l'émission qui est en cours, voire suite à un abonnement, parce qu'il y a du gratuit et il y a de l'abonnement, donc il y a de la VOD et il y a de la télé en direct ou en léger différé, et vous allez pouvoir, grâce à de l'abonnement, avoir en plus des vrais programmes de VOD qui existent déjà et qui vont s'enrichir. Donc mais on pourrait nous dire, oui, mais par exemple, quid du fait que je peux aussi avoir l'application M6 sur mon truc. Et c'est-à-dire que l'application M6 va te servir tous les contenus éditoriaux du groupe M6. Là, Molotov englobe l'ensemble des chaînes que l'on peut retrouver. Oui, alors, la formation de groupe, c'est-à-dire quand on voit C8, C-Star, Canal+, iTélé, bon, ça c'est le groupe Canal+, la formation d'un groupe offre une diversité, mais une plateforme globale offre une diversité bien plus importante. Donc on est en train de recentraliser les pouvoirs. Est-ce que c'est pas en même temps à terme, et c'est le danger peut-être qui traîne, c'est de se dire que l'avenir de la télé appartiendra aussi aux GAFA, qui ont le levier capitalistique de racheter très cher des choses qui font que, enfin des applis ou autres. C'est un énorme risque. D'ailleurs, on va citer quelqu'un qui est juste un senior vice-président d'Apple, qui disait, en parlant de petite PME de quartier, petite PME de Californie, qui disait nous croyons que le futur de la télévision consiste dans les applications, et Molotov est un exemple de ce que les développeurs créent avec tvOS ou iOS. Donc ils sont complètement. Et quand j'ai pris l'association iTunes il y a 15 ans, qui a révolutionné le marché de la musique en termes de musique à la demande, et la télé vue par Molotov, mais vue par d'autres plateformes, là ça sera toujours encore une fois la course au mainstream qui aura le leadership, mais c'est une autre façon. Et finalement, encore une fois, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, les plateformes et les logisticiens, ceux qui vous distribuent l'information avec un maximum d'offres, eh bien c'est eux qui prennent le marché par rapport quelque part aux créateurs du produit, aux créateurs du service, aux créateurs du contenu. L'avenir de la télé est-elle lié à celui des GAFA? C'est la question qu'on a. On vous en reparlera dans quelques années, quand Digital Man aura pris quelques rides. Et que Molotov et peut-être d'autres petits seront nés de ça. Seront nés de cette idée, oui. Et c'est ça qui va devenir intéressant. Voilà, c'était effectivement quelque chose qui était... Voilà, c'est une grande tendance de fond sur le marché de la télé qui est en train de révolutionner clairement ce tube cathodique et ce tuyau qui passe l'information, effectivement, depuis plusieurs dizaines d'années. Il est loin, le ministre de l'information qui relisait les textes du journal télévisé. Ah là là, c'était phare, c'était génial cette époque-là. Voilà. Une époque révolue, mais une époque... c'était fantastique. Enfin, on l'a pas connu, hein. Non, moi je l'ai pas connu. Moi j'ai connu assez tardivement, finalement, puisque moi je suis né de la génération Claude Dorothée, ce qui fait que c'est une référence culturelle assez intéressante, mais qui en même temps est accompagnée des centaines de milliers, de millions de jeunes, et qui finalement, en parlant aujourd'hui avec nostalgie, ça les a pas rendus plus débiles que les autres, contrairement à ce que disaient déjà ceux qui étaient contre effectivement ce type d'émission, mais nous ne reviendrons pas dessus. C'était assez intéressant. Je vous invite à aller sur le site de l'INA d'ailleurs, qui repasse quelques séquences de parents en colère disant que c'était complètement débile. Finalement, ça les a pas rendus plus cons. Mais bon, finalement, comme quoi, c'est assez marrant. Ça s'appelle le conflit de génération. Oui, le conflit de génération, transformation digitale. Voilà, on a tout dit, je pense. On en a dit pas mal. Et sujet, encore une fois, passionnant. Merci de l'avoir si bien préparé, Lionel, parce que c'est lui qui a plutôt préparé cet épisode. On se revoit très bientôt. On approche de la date fatidique du CES, parce que nous allons nous envoler très bientôt pour début janvier. Début janvier, le 4, on part sur le 5, ça commencera le Vegas, donc on se retrouvera le 4, je pense. Quelques lives. On préparera déjà un épisode dans l'avion. Ce sera sympa, comme ça on vous le publiera dès qu'on arrive, puisqu'on a plein de personnes à voir là-bas, et puis j'espère qu'on tournera beaucoup d'émissions. En tout cas, on se retrouve, à mon avis, la semaine prochaine pour un nouvel épisode pré-CES, et puis ensuite c'est parti, et puis on se retrouvera directement à Vegas. Voilà, écoutez, merci à tous et à très vite, bye bye.